Il n'y a aucune école pour devenir écrivain illustrateur. Je savais cela lorsque j'étais enfant et je me disais, eh bien, ce n'est pas grave, je n'ai qu'à prendre n'importe quel chemin et attendre patiemment que le destin me fasse des signes. Et le premier signe est arrivé à l'école primaire. Mes parents avaient déménagé en plein milieu de l'année scolaire. Nous allions quitter la ville de Laon où j'avais lié une forte amitié avec une fille qui m'avait pris sous son aile dans la cour de récréation. Elle dessinait toujours des petites fleurs à l'encre bleue avec son stylo plume. Lorsqu'est arrivé le dernier jour de l'école, la classe m'avait concocté une petite cérémonie de départ où tous les élèves s'étaient donné la peine de m'offrir un petit cadeau. Agnès m'avait offert un petit carnet rose avec la simple mention « Ton ami ». Elle avait dessiné des fleurs à l'encre bleue, sa signature artistique. Je ne savais pas pourquoi elle pleurait, alors que moi, grâce à ses adieux, je découvrais émerveillée à quel point la classe m'appréciait. Je pensais que elle et moi, on allait s'écrire, comme le font les amis. Mais le soir venu, j'ai soudain réalisé que je l'avais perdue à tout jamais. Le temps que cette pensée me traverse l'esprit et la porte de la voiture s'est refermée violemment sur mon pouce. Il est devenu bleu, comme l'encre de ses fleurs. L'ongle est tombé pendant la nuit et la perte m'a accompagnée jusqu'à ma nouvelle vie d'écolière à Creil. Là-bas, j'étais devenue dans la cour de récréation la Shintok qui débarquait en plein milieu de l'année scolaire. Aucun élève de ma classe ne se bousculait pour devenir mon ami. Alors j'ai commencé à dessiner dans le petit carnet rose, avec mon stylo plume, des fleurs à l'encre bleue. Puis, au fur et à mesure que le harcèlement grandissait, mon trait a évolué. Je dessinais tout ce qui me passait dans la tête. Puis un jour, une grande de la classe de CM2 a pris mon stylo plume. « Si tu veux bien dessiner des profils, dit-elle, commence toujours par le haut de la tête et descends jusqu'à la base du menton. Ensuite viennent les cheveux, les oreilles, les yeux et les lèvres. À partir de là, le harcèlement s'est arrêté et les enfants qui n'osaient pas me parler dans la cour de récréation ont commencé à me réclamer des dessins. Tu sais dessiner un cheval ? Un cheval ? Pas de problème, je vous le fais. Je dessinais et je leur offrais mon dessin. Le courant passait enfin. J'avais trouvé le moyen de faire ma place à l'école. Mais je traînais toujours cette étiquette d'une enfant discrète et médiocre. Cela me collait au front. Le destin m'a alors ouvert une deuxième porte. C'était au collège. Je m'en souviens très bien. Le professeur d'art plastique venait de nous rendre nos travaux. J'avais reçu la meilleure note de la classe. Mais un garçon qui dessinait techniquement mieux que moi avait réclamé des explications au professeur. Son dessin ne représente rien de réel. Pourquoi lui avoir donné la meilleure note ? C'est vrai que j'avais dessiné sans aucune technique, juste ce qui me traverse l'esprit à ce moment-là. J'avais intitulé mon dessin
ouverture bleue sur l'inconnu. L'art est la manière de rendre réel ce qui est invisible, lui a répondu le professeur d'art plastique. Cette phrase magique a eu un écho toute ma vie. Je me suis dit, il n'y a pas d'école pour devenir ce que j'ai envie de devenir. Il faut juste chercher et ne jamais perdre l'espoir. Ces mots bénis m'ont fortifié. Plus tard, j'ai intégré un lycée qui ne préparait malheureusement aucune filière artistique. Du coup, je redevenais un enfant asiatique, invisible, sans aucune valeur. Le professeur d'anglais m'avait dit la veille du baccalauréat, « Je sais que tu peux atteindre la moyenne. » Ça m'avait déprimée de penser qu'il pensait qu'obtenir juste la moyenne était mon objectif. Alors, j'ai plutôt repensé à mon professeur de maths. Et à ce qu'il m'avait dit. Les maths littéraires, c'est un peu trop facile pour toi. Il avait décelé une étincelle chez moi, qui s'exprimait, faute de mieux, dans ses cours de probabilité. Le feu qui brûlait secrètement en moi a jailli pendant les épreuves du bac. La préparation à l'examen d'entrée à l'université a transformé mes nuits en une immense et belle ouverture bleue. Les matières qui m'avaient semblé comme des murs infranchissables étaient tous en train de tomber les uns après les autres. Je suis sortie du lycée comme on sort d'un très long tunnel. Laissez-moi d'ailleurs vous raconter comment s'est passée l'épreuve d'art plastique, parce que c'est là que j'ai renoué avec le dessin. C'était un peu comme si mon âme réintégrait mon corps. J'avais pris l'option art plastique pour gagner des points. Mais lorsque j'ai vu que le sujet de l'examen portait sur un poème de Jacques Prévert, intitulé L'Amiral, j'ai senti dans mes doigts des petites étincelles. J'ai lu et relu plusieurs fois le poème, qui n'était composé que de jeux de mots. Je vais vous le lire, alors écoutez bien. L'amiral. L'amiral, la rima quoi? La rima rien. L'amiral, la rima, l'amiral rien. Est-ce que vous avez compris quelque chose? En tout cas, pour ma part, j'ai pris mes pastels et j'ai dessiné une tête de clown. Ses yeux étaient cernés de noir, des croix gammées coulaient le long de son visage, livide comme la mer qui sème la mort. Le nez rouge de mon clown flottait sur l'horizon comme le soleil levant du drapeau japonais. Sa bouche cachait les contours d'un sous-marin nucléaire. Et pour conclure, j'avais coiffé mon clown d'un chapeau d'amiral qui n'était autre qu'un porte-avions à moitié explosé. Le cours de littérature au lycée m'avait appris que Jacques Prévert était un poète pacifiste. Dans une guerre, m'avait-il soufflé à l'oreille le jour de l'examen, il n'y a que des victimes et des profiteurs. Alors j'imaginais à quoi pouvait ressembler la tête d'un profiteur de guerre. Et apparemment, cela lui a beaucoup plu. J'ai réussi mon bac non pas parce que j'avais travaillé comme une acharnée
pendant les années du lycée, mais parce que j'avais accepté de marcher si longtemps dans le noir. Si longtemps que finalement, quelque chose, un miracle s'est produit, juste à la sortie du tunnel. Le destin m'a remis sur un plateau d'argent le passeport pour rentrer à la Sorbonne. C'est là que j'ai découvert l'histoire de l'art, un moyen de raconter une époque. Mais au fond de moi, je ne voulais pas devenir conservateur. Alors, j'ai attendu un nouveau signe et le destin me l'a envoyé en orientant mes pas vers le département des études coréennes. C'était un signe bien mystérieux parce que pour moi, les langues étrangères n'avaient été qu'un handicap dans mon parcours scolaire. J'ai d'ailleurs passé les 3 premières années d'université à m'intéresser plus à ce que me rapportaient mes jobs d'étudiant, c'est-à-dire la liberté financière, plutôt qu'à apprendre à parler le coréen ou à découvrir le pays. La passion est arrivée seulement à partir de la 4e année d'études. C'est une année où il faut rédiger un mémoire de 100 pages sur le sujet de son choix. J'ai donc décidé d'étudier un roman coréen intitulé La mer, écrit par Yoo Hyun-gil, dont le style m'avait fasciné, comme un puzzle à assembler. Dans le roman, il était question d'un homme coréen qui est rentré dans son village natal après une longue période pour assister au dernier jour de sa vieille mère mourante. L'auteur avait découpé son histoire en petits morceaux et avait ensuite disséminé les meilleurs fragments dans la trame principale. Ce procédé littéraire permettait à l'auteur de cacher un secret de famille à son narrateur. C'était un coup de génie. Le destin me montrait à sa façon un nouveau chemin à suivre. L'écriture, à un moment même où je doutais de l'orientation de mes études. Les études coréennes n'étaient pas rentrées par hasard dans ma vie. Une force m'y a conduite. Après la 4e année, je suis devenue quelque part cet homme coréen stéréotypé qui repart sans grande conviction vers son pays natal pour y percer un mystère. Cependant, les 2 parcours littéraires et artistiques que je menais tant bien que mal depuis des années ne trouvaient pas moyen de se croiser. J'ai senti que les choses ne prenaient pas la bonne direction. Lorsque j'ai travaillé dans une agence d'architecture à Paris, je me voyais m'acharner sur des tâches qui ne me ressemblaient pas. Je suis tombée malade. Le destin m'a dit « Hé, toi, je ne t'ai pas offert ce don de bien dessiner et je n'ai pas non plus mis tous ces heureux hasards sur ta route pour que tu t'écroules dans une boîte à sardines. Allons, ressaisis-toi. » C'est ce que j'ai fait. Je me suis ressaisie et j'ai ouvert l'atelier Loutre de Rivière. Il y a d'abord eu la collection de contes pour enfants, bien sûr, mais il faut aussi que je vous parle des autres histoires que j'ai écrites, comme ce petit livre noir intitulé « Les contes de l'étang ». Il renferme 5 histoires un peu énigmatiques
reflétant sans doute mon parcours. Les illustrations de ces contes sont très différentes de celles de la collection. Pour les réaliser, je me suis inspirée des dessins animés japonais qui ont bercé mon enfance et surtout par le dessinateur Miyazaki, qui est la plus grande référence pour moi en matière de dessin. Tout ça pour vous dire que le destin a toujours le dernier mot. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.